Naturellement, il y a aussi ceux qui sont totalement convaincus que nous sommes vraiment allés sur la Lune et qui défendent farouchement la narration officielle de la NASA. Ce sont ceux qu'on appelle les débunkers. Parmi les plus connus et actifs dans le débat, on trouve Phil Plait, responsable du site web Bad Astronomy, Jim Oberg, journaliste expert des questions spatiales, l'italien Paolo Attivissimo, responsable du site Complotti Lunari et collaborateur de l'Apollo Lunar Journal, le site officiel de la NASA sur les missions Apollo. En tant que collaborateur officiel de la NASA, Paolo Attivissimo est une voix particulièrement importante dans le débat mondial concernant le programme Apollo. Il y a aussi Jay Windley, responsable du site Clavius, et les fameux Mythbusters qui ont consacré une émission tout entière à démonter la théorie du complot lunaire. Toutes ces personnes non seulement soutiennent que nous sommes bien allés sur la Lune, mais avancent qu'il existe des preuves irréfutables qui le démontrent. Nous commencerons donc par étudier ces preuves en les analysant une par une. La première preuve régulièrement citée en faveur des missions Apollo se présente sous la forme d'un raisonnement. S'il est vrai que la NASA a truqué les voyages lunaires, disent les débunkers, pourquoi donc les soviétiques se seraient-ils tus au lieu de le dénoncer devant le monde entier? En réalité, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les soviétiques n'auraient de toute façon pas dénoncé le canular lunaire. La première est qu'étant donné leur position, personne au monde ne les aurait crus. Essayez d'imaginer si réellement les Russes, qui venaient tout juste de perdre la course à la conquête spatiale, avaient dit que la NASA n'était pas allée sur la Lune. Les Américains les auraient immédiatement ridiculisés devant le monde entier en les traitant de mauvais perdants. Avec plus d'un demi-milliard de personnes qui avaient assisté à l'alunissage à la télé, il aurait été extrêmement facile de les faire taire. Si les doutes étaient venus d'une nation neutre, alors certains auraient éventuellement pu la croire, mais venant de la nation qui venait tout juste de perdre la course à la Lune, personne ne les aurait pris au sérieux. Il existe une deuxième raison, encore plus importante que la première, pour laquelle les soviétiques n'avaient pas forcément envie de dénoncer le canular américain. Alors que les missions Apollo étaient toujours en cours, des négociations avaient commencé entre soviétiques et américains pour un programme spatial commun. L'époque de Kennedy et de Khrouchtchev était révolue, et la présidence Nixon avait fait des pas importants vers un dégel des relations avec l'Union soviétique. We have opened a new relation with the Soviet Union. We must continue to develop and expand that new relationship so that the two strongest nations of the world will live together in cooperation rather than confrontation. Le 24 mai 1972, avec les missions Apollo toujours en cours, Nixon signait à Moscou le fameux accord de coopération spatiale avec les soviétiques. Et moins d'un an après la dernière mission Apollo, les astronautes américains se rendaient en Russie pour rencontrer leurs homologues soviétiques. Ils participent à des conférences de presse conjointes, visitent leur centre spatial, se familiarisent avec la capsule Soyouz et rendent hommage devant la tombe des grandes figures de la conquête spatiale soviétique, Sergueï Korolev et Youri Gagarin. Quelques mois plus tard, c'était au tour des soviétiques de visiter les États-Unis d'Amérique et de connaître de près leurs traditions. Ils visitèrent le centre spatial de Houston, se familiarisant avec la capsule américaine Apollo et travaillant ensemble pour mettre au point le système d'arrimage de leur vaisseau. Tout cela devait culminer, 3 ans seulement après la dernière mission Apollo, par la rencontre historique dans l'espace entre une capsule américaine Apollo et le Soyouz soviétique. Voici les paroles du cosmonaute russe Leonov au moment de partir pour aller s'arrimer à la capsule américaine. Chairman of the State Commission, the crew of the Soyuz spaceship is ready for the joint flight with the American spaceship Apollo. We have the great honor of participating in the first international flight of manned spaceships. The fulfillment of this experiment will yield still broader possibilities in our space research. Du côté américain, le ton des commentaires est très comparable. The mission climaxed more than 3 years of planning and preparation. A time during which differences in language, in technology, in political creed were set aside in favor of the common goal. Et effectivement, la mission conjointe entre Russes et Américains allait ouvrir la voie à ce qui allait devenir la Station spatiale internationale, où encore aujourd'hui des astronautes américains, russes, italiens, japonais ou d'autres nations collaborent à un programme spatial commun.
Par conséquent, si les soviétiques avaient dénoncé le mensonge lunaire, non seulement personne ne les aurait pris au sérieux, mais en plus, rien de tout ce qui s'est produit par la suite en termes de collaboration avec les Américains n'aurait pu avoir lieu. Face à un éventuel bluff des Américains, il ne restait donc aux Russes que la solution de se taire, de faire semblant de rien et de regarder le futur avec sourire. As all philosophers say, the best part of a good dinner is not what you eat, but with whom you eat. La deuxième preuve, souvent citée par les débunkers, est la suivante. Avec plus de 400 000 personnes impliquées dans le programme de la NASA, disent-ils, quelqu'un aurait forcément parlé. Poi vabbè, si può considerare una cosa molto banale. All'operazione Luna parteciparono 400.000 tecnici di società private, non militari, non era un'operazione di 4 gatti che lanciano un missile. Quindi tutta questa gente in 40 anni non ha mai confessato nulla. Mais ce sont précisément les prémices de ce raisonnement qui sont faussées. Il n'est écrit nulle part que chacune des 400 000 personnes employées par la NASA devait être au courant d'un éventuel plan pour falsifier les alunissages. Au contraire, le travail de préparation des voyages lunaires fut confié par la NASA à des milliers de sociétés différentes, réparties sur tout le territoire américain et qui travaillaient de façon totalement indépendante les unes des autres. Les employés de Grumman s'occupaient de la confection du module lunaire dans leur établissement de Long Island. Les employés de ELC travaillaient à la fabrication des combinaisons spatiales dans leur laboratoire du Delaware. Ceux de Boeing travaillaient sur la Jeep lunaire dans l'État de Washington. Les employés de McDonnell Douglas s'occupaient de la réalisation de la fusée Saturn dans leur siège de Californie. Ceux de General Motors travaillaient sur les réservoirs du module de commande dans leur établissement de l'Indiana. Indépendamment de la Lynn Group qui développait et mettait au point les simulateurs de vol dans son siège de New York. De fait, comme l'explique ce documentaire de l'époque, il y avait quasiment 20 000 sociétés différentes dans tous les États-Unis qui travaillaient en même temps au projet Apollo. More than 90% of the work is conducted by contractors spread across the nation. In fact, some 20,000 prime contractors, subcontractors, and suppliers located in virtually every state are participating in the manned spaceflight programs. L'idée que toutes ces personnes devaient forcément être mises au courant d'un plan pour falsifier les alunissages est tout simplement ridicule. Quand un joueur de foot décide de truquer un match, il n'informe pas le reste de l'équipe de ses intentions. Il met en œuvre son plan tout seul, et les premiers à être piégés sont précisément ses coéquipiers. Un autre exemple est celui du scandale de Volkswagen. En 2015, on a découvert que Volkswagen avait trompé le monde entier en mettant sur le marché des véhicules qui n'étaient pas en règle avec les niveaux d'émissions de gaz de leur moteur. Mais cela ne signifie pas que l'ensemble des 600 000 employés de Volkswagen aient été au courant de l'arnaque en cours. Il suffisait d'un groupe relativement réduit de techniciens et de dirigeants pour faire cela, sans que les autres soient au courant pour autant. Dans le cas des missions Apollo, il aurait également suffi qu'un groupe restreint de dirigeants de la NASA soit au courant de la tromperie pour que cela se réalise, à l'insu de tous les autres. Il aurait suffi de prendre le contrôle du signal télé qui arrivait aux stations réceptrices situées sur Terre durant les alunissages des missions Apollo. Officiellement, les images de la première promenade lunaire furent retransmises en direct depuis la Lune et diffusées sur Terre en temps réel vers toutes les télévisions du monde. Mais si au lieu de partir directement de la Lune, cette même promenade lunaire avait été enregistrée en studio sur Terre, et ensuite retransmise aux stations réceptrices par un satellite ou un moyen quelconque, les premiers à n'y voir que du feu auraient été précisément les milliers de techniciens de la NASA qui suivaient en direct la mission Apollo 11. Et avec eux, c'est le monde entier qui aurait été trompé. Il existe aussi, d'après les débunkers, des preuves physiques des alunissages, et donc d'après eux parfaitement irréfutables. L'une d'elles est la présence sur la Lune du fameux rétroréflecteur, un objet capable de renvoyer sur Terre un rayon laser et qui aurait été laissé sur la surface lunaire par les astronautes des missions Apollo. D'après les Mythbusters, cela constituerait même une preuve irréfutable et concluante prouvant que l'homme avait bien marché sur la Lune. There's time for just one final test, and not just any old test, but the ultimate proof of man's moon mission. What's this?
a reflector. In fact, it's called a retroreflector, made up of many tiny prisms just like this. If there was a retroreflector on the moon, and we knew its exact location, and we had a powerful enough laser, we could detect the reflection and prove there is man-made equipment on the moon. So what you're saying is that we get a really big laser and point it at the reflector on the moon, and if we get a signal back, that means that we were in fact there. Precisely. Pour démontrer leur thèse, les Mythbusters ont mené une expérience depuis l'observatoire américain d'Apache Point. This thing right here is the Apache Point Observatory, and these guys have the tools that we need to put the final nail in the coffin on the moon landing hoax. That's the location where Apollo 15 landed on the moon. That is so cool. Initiating laser on retroreflector from Apollo 15. And there's a spike beginning to stand out. Is that it? That's the return from Apollo 15. Light returning from the laser retroreflector at exactly the wavelength and distance that we were expecting. But it's really thrilling to watch it happen right in front of us. Not just thrilling, but conclusive. We shined that laser at the moon on the second test, and we got a clear spike back. Photons came back to our receptor. Now, the only way that could happen is if there was a piece of man-made equipment up on the moon to reflect them back. Cela pourrait effectivement passer pour une preuve concluante, mais ce n'est pas le cas. Il est en effet possible de faire se réfléchir un rayon laser sur la superficie lunaire pour le faire revenir sur Terre sans disposer pour ça d'instruments particuliers. Une telle expérience avait déjà été effectuée par le Massachusetts Institute of Technology en 1962, c'est-à-dire 6 ans avant les missions Apollo. Dans le numéro de décembre 1966 de National Geographic, on peut lire « Il y a 4 ans, un laser à rubis, considérablement moins puissant que ceux utilisés actuellement, a lancé plusieurs impulsions vers la Lune à 390 000 km de distance. Les rayons ont été renvoyés vers la Terre avec une puissance suffisante pour être mesurés par des instruments électroniques ultra-sensibles. Une expérience similaire a été conduite par les Soviétiques un an plus tard. Dans le New York Times du 4 novembre 1963, on peut lire « On a fait rebondir un rayon de lumière concentré sur la surface de la Lune et elle a été détectée par un laboratoire soviétique en Crimée. Cette opération était la réplique d'une expérience menée à la fin de l'année dernière par les ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology. » Cela se passait 6 ans avant les missions Apollo, et l'on parvenait déjà à faire rebondir un rayon laser sur la Lune sans avoir aucunement besoin d'un rétroréflecteur. De plus, même si l'on suppose qu'un instrument de ce type soit réellement présent sur la Lune, cela ne signifie pas pour autant que ce sont les astronautes qui l'y ont apporté. En théorie, un rétroréflecteur pourrait très bien avoir été placé sur la Lune par une sonde automatique. Les Soviétiques ont d'ailleurs fait exactement cela, dans ces années-là, en envoyant sur la Lune des rétroréflecteurs à l'aide des sondes automatiques Lunokhod 1 et Lunokhod 2. Par conséquent, on ne peut pas considérer les rétroréflecteurs comme la preuve ultime démontrant la réalité des alunissages des missions Apollo. Une autre preuve souvent avancée en faveur des alunissages est celle des roches lunaires, c'est-à-dire tous les exemplaires de matériel rocheux que les missions Apollo auraient rapportés sur Terre. Étant de composition différente de celle des roches terrestres, disent les débunkers, les roches lunaires sont la preuve tangible que l'homme a vraiment été sur la Lune. Le site de debunking Clavius écrit ceci. Les échantillons de terre lunaire rapportés par les missions Apollo sont considérés par beaucoup comme la preuve la plus convaincante de la réalité des missions. Sur son propre site, la NASA écrit « Les roches lunaires et le bon sens montrent que les astronautes d'Apollo ont vraiment marché sur la Lune. » En réalité, ces soi-disant roches lunaires en elles-mêmes ne démontrent rien du tout. Même si l'on accepte le fait que leur composition est différente de celle des roches terrestres, il faut rappeler que de nombreuses météorites provenant de la Lune ont été découvertes en Antarctique. Well, I got a phone call once, a fellow at the Smithsonian, and he said, Jerry, we have now a meteorite which I just brought back from Antarctica, which is from the moon. The whole assembly of scientists attacked this object, and at the end of a year and a half, the conclusion was it was a moon rock. It was unambiguously a moon rock. Il est d'ailleurs assez curieux de voir que Wernher von Braun, avec d'autres collègues de la NASA, a visité l'Antarctique précisément en 1967, un an avant le début des missions lunaires. Comme le rapporte la New World Encyclopedia, cette expédition fut la première à ratisser systématiquement la surface gelée
à la recherche de météorites que l'on disait provenir de la Lune et qui devaient par la suite être utilisés comme matériaux de référence. Rien n'empêche donc que ces matériaux de référence aient été utilisés comme des originaux après les missions Apollo. De plus, il est également possible que la différence de constitution des roches lunaires ait été obtenue sur Terre par des traitements particuliers, comme le suggère Bill Wood, un ingénieur aérospatial. And then I think the vast majority of the hundreds of pounds of moon rocks that we claim to have are made here on Earth. They can be irradiated or exposed to a vacuum or modified in certain minor ways so that they appear slightly different. De fait, en 2009, l'affaire a fait sensation lorsqu'on s'est aperçu qu'une roche lunaire donnée par les Américains au musée d'Amsterdam était en réalité un morceau de bois pétrifié. Un faux de mauvaise qualité donc, présenté au monde comme si c'était une rare et précieuse roche lunaire. Mais même en admettant que ces roches proviennent effectivement de la Lune, elles auraient pu être prélevées par une sonde automatique et pas nécessairement par des hommes. Encore une fois, les soviétiques firent la même chose au cours de la même période, avec les missions des sondes automatiques Luna 16, 20 et 24. En aucun cas, donc, indépendamment de leur origine et de leur composition, les soi-disant roches lunaires ne peuvent être considérées comme une preuve que l'homme a marché sur la Lune. Compte tenu de tout ceci, on peut même se demander pourquoi la NASA a ressenti le besoin d'affirmer que ces roches étaient la preuve des missions Apollo, alors qu'ils sont les premiers à savoir que ce n'est pas le cas. D'après les débunkers, les panoramas que l'on voit sur les images des missions Apollo sont trop grands pour avoir été réalisés en studio sur la Terre. Se noi prendiamo le fotografie, questa è la missione Apollo 11, si possono mettere insieme per comporre delle panoramiche. Allora, quanto sarebbe stato grande il set per ottenere una panoramica di questo genere? Giusto per vederla in qualità migliore. Questo è Neil Armstrong che fotografa Buzz Aldrin, clic, 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 in questo modo. Quindi il set ipotetico avrebbe dovuto essere parecchio grande. En réalité, ceux qui soutiennent cette thèse ne connaissent pas les capacités du cinéma à créer des illusions. Voilà par exemple une scène extraite du film Maleficent Desolation, produit par Tom Hanks en 2005. Comme on peut le voir, l'immensité du terrain au loin est très similaire à celle des missions Apollo. Pourtant, voilà la taille réelle du décor où la scène a été tournée. Seul le terrain au premier plan est réel, tout le reste du paysage est projeté sur le fond à l'aide d'effets spéciaux. La seule différence avec les années 60 est qu'aujourd'hui les images de fond sont superposées sur un fond vert avec des techniques numériques, alors que dans le passé les images de fond étaient projetées sur une toile hautement réfléchissante à l'aide d'une technique appelée projection frontale. L'un des premiers à utiliser la projection frontale fut Stanley Kubrick dans son film 2001 Odyssée de l'espace. Voici la fameuse scène initiale des singes dans le désert africain. Comme on peut le voir, la savane dans le fond semble immense. Et ceci est le studio où la scène a été tournée. Seule la première partie du décor est réelle, celle au premier plan. Le reste est juste une photographie projetée sur cet écran hautement réfléchissant. Voici un autre exemple de projection frontale dans le même film de Kubrick. Le terrain au premier plan est réel, et nous sommes dans un studio, alors que le reste de l'image dans le lointain est le fruit d'une projection sur un écran réfléchissant. Une façon de savoir si la projection frontale a été utilisée est de vérifier s'il existe une ligne de séparation continue entre le terrain au premier plan et l'arrière-plan lointain qui traverse tout le cadre de gauche à droite. Voilà en effet la ligne qui sépare en studio le terrain réel du décor projeté dans le fond. Et curieusement, on peut noter que dans de nombreuses images lunaires de la NASA, cette ligne continue est bien présente et traverse l'image de part en part, séparant le terrain au premier plan de l'arrière-plan dans le fond. En outre, si l'on étudie certains panoramas des lieux d'alunissage pris à 360 degrés, on découvre que la ligne continue qui sépare le terrain au premier plan du fond avec les collines est pratiquement ininterrompue sur les 360 degrés, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde.
Cela veut dire soit que les astronautes ont atterri sur une espèce de cône tronqué, séparé à 360 degrés des collines alentours, ou que les images ont été réalisées en studio et la ligne continue qui les entoure n'est rien d'autre que la séparation entre le décor réel et le fond artificiel. À l'époque des missions Apollo, Hollywood avait en outre déjà mis au point des systèmes pour utiliser la projection frontale même en mouvement. Et il aurait donc été possible de réaliser des scènes en mouvement avec les collines en arrière-plan projetées sur un fond lumineux. Une autre technique pour obtenir un résultat similaire est celle des fonds peints, comme dans cet exemple de film de Hollywood des années 50. Nicola Pecorini a longtemps travaillé à Hollywood comme opérateur et directeur de la photo pour des films avec Stallone, Terry Gilliam et bien d'autres encore. Nous l'avons interrogé sur cette présumée impossibilité de réaliser d'aussi vastes décors. La tesi di chi dice siamo stati sulla Luna è che sarebbe impossibile costruire un set del genere sulla Terra. Ma non è affatto vero che è impossibile. Cioè, dagli anni 30 che fanno set, perché non è che devi costruire il set fisicamente fino là, cioè, tu costruisci e poi ci sono dei backdrops. Cioè, i set enormi anche in, come si chiamava, Gone with the Wind, erano dei bei dipinti, i cieli. Non è che erano veri cieli. Une autre technique pour laquelle Hollywood est bien connu est celle de la miniaturisation. Des lieux apparemment énormes peuvent être reproduits en studio dans les moindres détails. Les modèles réduits sont également souvent utilisés par Hollywood avec une grande efficacité. En fait, on soupçonne fortement que les images du LEM qui repart de la Lune ont été réalisées en studio avec des modèles réduits. En somme, si l'on devait croire que tout ce que nous voyons à l'écran est vrai, on devrait alors croire que New York a été submergé par un imposant tsunami, que des singes gigantesques sont capables d'escalader l'Empire State Building et que le magicien d'Oz existe vraiment. Une autre preuve des alunissages, selon qui soutient la NASA, est l'ensemble des images de la Lune transmises vers la Terre ces dernières années par les diverses sondes spatiales. En 2009, la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter a effectué une cartographie complète de la surface lunaire et a renvoyé vers la Terre ce qui devrait être les lieux d'alunissage des différentes missions Apollo. Il est naturellement très difficile de considérer ces images comme des preuves effectives des alunissages, quand c'est la NASA elle-même qui est soupçonnée d'avoir falsifié les photos des 6 missions lunaires dans les années 60. Aujourd'hui, un adolescent doté de Photoshop pourrait produire des images similaires en moins d'une demi-heure. Le cas de la sonde japonaise Kaguya est légèrement différent. En 2008, cette sonde a cartographié l'ensemble de la surface lunaire et a transmis des données topographiques qui nous permettent de reconstruire par ordinateur la morphologie du sol lunaire. Selon les débunkers, le fait que les images de la sonde Kaguya présentent un terrain très similaire à ceux vus sur les photographies des missions Apollo serait la preuve que les missions auraient réellement existé. Un des exemples que les débunkers utilisent le plus souvent est celui du fameux Hadley Rille, cette espèce de canyon creusé dans la surface lunaire et où aurait aluni la mission Apollo 15. E questo è il risultato. Ovviamente gli oggetti in primo piano non ci sono perché l'altimetro non riesce a definire anche i sassolini più piccoli, ma le colline sullo sfondo sono assolutamente identiche. Allora, come faceva la NASA ad avere delle fotografie quasi 40 anni fa di un luogo sulla Luna con la forma esattamente giusta che poi 40 anni dopo non siamo riusciti ad andare a verificare? Come faceva? Mistero. En réalité, il n'y a là aucun mystère. Comme le confirme ce documentaire de 1966, la NASA avait déjà envoyé des sondes pour explorer en détail la morphologie des lieux d'alunissage bien avant le début des missions Apollo. Charting actual landing sites for the astronauts is the job of Lunar Orbiter. 2 of the 850-pound satellites have orbited the moon, photographing and mapping wide areas, sometimes sweeping as low as 25 miles above the surface. Here are some of the pictures helping to determine the height and slope of lunar mountains and the depth of craters. Les relevés étaient si précis
que la NASA avait construit une énorme map-monde sur laquelle était reporté de façon extrêmement précise chaque détail de la surface lunaire. Il aurait donc suffi de filmer la surface en mouvement de cette map-monde en utilisant par exemple ce rail circulaire pour donner l'impression d'être réellement en train de voler autour de la Lune. En outre, concernant la zone de l'Adler Rille, la NASA avait par ailleurs construit un modèle 3D qui reproduisait dans les moindres détails le lieu d'alunissage d'Apollo 15. Ce modèle réduit en 3 dimensions était ensuite suspendu au plafond et éclairé par des lampes spéciales qui simulaient la lumière du Soleil. En cadrant sur le modèle réduit avec cette caméra spéciale qui pouvait s'approcher à quelques centimètres de la surface, la NASA était capable de filmer toutes les phases de l'alunissage, transmettant les images sur les écrans du simulateur comme si c'était des images réelles vues depuis les hublots du LEM. Ce documentaire de la NASA montre en détail comment fonctionnait le simulateur des alunissages. To the left of the simulator is a three-dimensional mosaic of the moon surface. Through closed-circuit television, it presents typical lunar landing displays marked by craters, mounds, and boulders. The mosaic gives the astronaut a realistic feel for his final landing approach. Lunar module motion is simulated by moving the map up and down for vertical motion. A camera on a dolly track provides lateral movement. Lights around the camera lens simulate lunar lighting conditions. With these two simulators, a crew can practice the basic flight elements of the Apollo mission from launch complex to landing on the moon and return to Earth. Comme on peut le voir, les images produites par le simulateur ressemblent tellement à celles du vrai alunissage que la question initiale des débunkers peut être inversée. Non seulement la NASA aurait pu tranquillement répliquer en studio la morphologie des lieux d'alunissage, mais elle aurait aussi bien pu simuler l'ensemble de la phase d'alunissage en utilisant précisément les images du simulateur sans jamais avoir besoin d'aller physiquement sur la Lune. La possibilité de vérifier de près les lieux des alunissages s'est présentée en 2007, lorsque Google a lancé le concours international Lunar X Prize. Ce concours offrait une récompense de 30 millions de dollars à la première organisation privée qui réussirait à envoyer un robot sur la Lune capable de parcourir au moins 500 mètres en transmettant les images en direct vers la Terre. Take video and pictures and send them back to Earth so we can all share what your spacecraft can see. Plus de 20 équipes différentes dans le monde entier annoncèrent alors leur désir de participer au concours. Google instaura également une prime supplémentaire de 4 millions de dollars pour qui réussirait à transmettre des images télé en direct de l'un des lieux d'alunissage des missions Apollo. À ce moment-là, Astrobotic Technology, une société de Pittsburgh, annonça vouloir visiter avec sa propre sonde le terrain d'alunissage le plus fameux de tous, celui d'Apollo 11. Mais la NASA ne se montra pas enthousiaste à cette initiative et en 2011, elle demanda officiellement l'instauration d'une no-fly zone d'au moins 2 km de rayon tout autour des lieux d'alunissage des missions Apollo. L'objectif, selon eux, était de préserver les lieux d'alunissage d'une éventuelle contamination. NASA is taking steps now to preserve the steps they took decades ago on the surface of the moon. They are protecting American landing sites on the moon for historic preservation, presumably because you never know who or what will go back there. And there are a number of missions vying to go back with unmanned craft. They just wanted to clear the area off limits. La demande de la NASA a apparemment été prise très au sérieux, étant donné que tous les participants ont soudainement décidé de renoncer à une prime de 4 millions de dollars. Dans cet article daté de 2012, intitulé « Les fabricants de fusées obéissent aux règles lunaires de la NASA », on peut lire « Les organisateurs du concours à 30 millions de dollars de Google confirment le fait que les concurrents respecteront la demande de la NASA de se tenir loin des sites d'alunissage des missions Apollo. Une équipe de Pittsburgh, dénommée Astrobotic Technology, avait projeté d'aller inspecter de près les objets et les empreintes laissées par les astronautes d'Apollo 11. Mais son président, John Thornton, a déclaré que l'objectif principal de cette mission a été déplacé au pôle lunaire. En conclusion, non seulement il n'existe aucune preuve concrète que l'homme soit jamais allé sur la Lune, mais maintenant qu'il y avait cette possibilité de voir de plus près les lieux d'alunissage, la NASA a choisi d'imposer l'interdiction de vol sur toutes ces zones,
Et ce, simplement pour préserver quelques empreintes sur le sol que, de toute façon, personne ne réussira jamais à voir.